Alexandre Napi, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va cette semaine? Très bien, très Ça bien. va bien. Ça va très bien, ça va bien. On vous a apporté un petit cadeau. Merci. On est allé faire un petit tour dans différents salons internet qui sont passés récemment un peu partout en France et on a recueilli un peu quelques questions des entreprises qui sont un petit peu confrontées aux problématiques de nom de domaine. Alors on a recueilli un peu leurs questions et aujourd'hui on vous les expose parce que eux ils attendent une réponse de la part d'un expert. On va essayer. Bonjour, je me présente, Marion Joffre de la société Wizby. Je suis responsable commercial de cette nouvelle solution e-commerce qui permet de créer gratuitement une boutique en ligne et de pouvoir publier via un seul et même interface ces produits sur des marketplaces comme eBay et sur des comparateurs de prix et guides d'achat. Alors ma question aujourd'hui était de savoir pour un client qui a déjà déposé sa marque à l'INPI mais qui a le nom de domaine qui a été déposé par une autre personne, quels sont les recours pour pouvoir le récupérer au niveau de l'antériorité, mais aussi quels sont les moyens de négociation si la personne propose un dédommagement financier, quels sont les recours par rapport à ça et est-ce qu'il y a des paliers de tarification pour éviter tout ce genre de problème? Bien, alors là on a typiquement une problématique de marque déposée sur un signe et un nom de domaine postérieur enregistré dont on ne connaît pas l'exploitation. Donc on a deux options, soit la négociation pour une acquisition de ce nom de domaine postérieur, vision pragmatique, soit l'action. Et dans ce cas-là, l'action elle peut se situer sur le terrain judiciaire, c'est-à-dire d'assigner sur le chef de contrefaçon le titulaire du nom de domaine, soit d'engager une procédure d'arbitrage à son encontre si les conditions le permettent, c'est-à-dire si on remplit les conditions posées par les procédures d'arbitrage. Alors la négociation, elle va se faire d'une manière tout à fait objective si l'offre de prix qui est faite par le détenteur du nom de domaine est intéressante, elle peut se négocier aussi. On va évaluer finalement le coût de la récupération du nom, soit par l'acquisition si c'est raisonnable, soit par l'action, sachant que cette action peut également être précédée d'un envoi de mise en demeure. On peut aussi faire peur avec son droit de marque et dire voilà, moi j'ai la marque, et très facilement, très rapidement obtenir par une mise en demeure la récupération du nom de domaine. Donc avec les éléments dont on dispose, c'est les deux pistes qu'on peut évoquer, bien sûr, sachant que je dirais que le levier de décision, il est essentiellement économique dans un cas comme celui-là. L'acquisition du nom contre l'action judiciaire en première instance, on ne sera jamais en dessous de 10 000 €. Une procédure d'arbitrage, ce sera difficile d'être en dessous de 4 000, 5 000 €. Ça peut aussi être les deux, parce qu'une fois qu'on a perdu éventuellement à l'arbitrage, on irait... Exactement. Mais la première procédure à prendre éventuellement en considération, ce serait l'arbitrage. Ce serait l'arbitrage pour des raisons économiques, à condition de satisfaire les exigences de l'UDRP, la marque, droit, intérêt légitime, mauvaise foi, enregistrement, usage. Donc bien vérifier avant de s'engager dans cette voie-là. Pas la choisir exclusivement pour des raisons économiques, mais vraiment être sûr qu'on satisfait aux conditions posées par la charte. D'accord. Une deuxième question? J'aimerais savoir si au-delà du dépôt du nom de son entreprise lors de la création, que l'on crée une marque, est-ce que le fait de l'enregistrer sur le registre du commerce suffit à protéger cette marque? Ou s'il faut aller plus loin dans la protection de la marque? Stratégie de propriété intellectuelle. Donc là, on a une entreprise, elle a été immatriculée au registre du commerce, donc avec une certaine dénomination sociale. C'est donc le nom de la personne morale à entreprise. Il peut également y avoir des noms commerciaux et des enseignes inscrits. Donc la dénomination sociale, en France, fait l'objet d'une protection par le droit commun. Donc on peut agir uniquement sur le terrain de la responsabilité civile, l'atteinte à la dénomination sociale, par un nom de domaine ou par une autre dénomination sociale, voire une autre marque, etc. C'est un droit, bien sûr. Il est toujours recommandé, pour couvrir l'activité, les produits et les services qu'on commercialise, il est toujours recommandé également de déposer une marque, puisque le nom de la société n'est pas une marque. Il faudra donc non plus seulement aller au registre du commerce, mais également aller devant l'Institut national de la propriété intellectuelle et déposer une marque, revendiquer un certain nombre de produits et de services pour cette marque, s'assurer de sa disponibilité, et s'assurer également qu'elle est suffisamment arbitraire, distinctive, pour être protégée pour ses produits et ses services. Voilà. Donc il y a une démarche administrative
nécessaires. Alors ce qu'il faut savoir, si on ne souhaite pas protéger sa marque et qu'on s'en tient à la dénomination sociale, on pourra poursuivre des atteintes qui auront été perpétrées par des tiers, par exemple des gens qui viendraient déposer des noms de domaine par la suite. Il faut simplement savoir, on a eu l'occasion de l'évoquer par le passé, que sur le terrain judiciaire, on pourra effectivement invoquer le droit sur la dénomination sociale. En revanche, si on veut faire appel aux procédures d'arbitrage, il faudra avoir une marque. En tout cas, la procédure d'ARP exige qu'on ait une marque. Sur la procédure Parle du .fr, la dénomination sociale suffira. Tout à fait. Ça s'est déjà vu par le passé dans la jurisprudence. Au niveau de la Parle, on pourra se contenter d'une dénomination sociale, voire d'un nom commercial, et même parfois d'un simple nom de domaine. Ça a été reconnu dans une ou deux affaires. Mais si on veut aller devant l'UDRP, c'est-à-dire que si on se fait usurper sa dénomination sociale en .com, .net, là il faudra une marque. Donc la protection de la marque est quand même une sécurité supplémentaire. Très bien. Troisième question. Bonjour, donc Philippe Doge, Christophe Gerlier, société ForClick. Nous sommes en fait une plateforme de création et de gestion de web 2.0, accessible à tous, sans aucune ligne de code, uniquement en 4 clics. La question, c'est nous avons déposé un nom de domaine en .eu, en .fr, en .com depuis début 2008. Nous avons vu qu'il en existait un autre qui ne nous appartient pas en .es. Quel est le droit de regard que nous pouvons avoir sur ce nom de domaine et quelle est l'antériorité possible, les possibilités d'antériorité par rapport à notre propre dépôt à nous. Alors là, on rentre dans toute la problématique des noms de domaine qui est la problématique du caractère international. Finalement, la possibilité de visualiser n'importe quel site internet depuis n'importe quel point du globe. Donc on a des extensions nationales et des extensions génériques, mais en réalité, un site internet peut être vu de partout. Face à cela, on a la territorialité des droits qu'on peut constituer sur le nom de domaine. Donc, dans le cas présent, on a 3 noms de domaine déposés par cette société et elle observe, dans le cadre du développement de ses activités, qu'un tiers a déposé le même nom, mais en Espagne. Alors, on peut extrapoler un petit peu sur la situation qui existe. Le nom est-il exploité en Espagne? S'il est exploité, pourquoi l'est-il? Est-ce qu'il y a réellement, au-delà de l'identité des dénominations, est-ce qu'il y a une atteinte, est-ce qu'il y a un risque de confusion entre les sites internet et les produits et services qui sont proposés sur ces sites internet? Ça, c'est une première question à se poser. On peut dire que s'il n'y a pas, il n'y a rien à faire. Par contre, s'il y a, là, alors s'il y a, est-ce que c'était avant? Est-ce qu'il était là avant? Alors il y a le problème de l'antériorité, très juste, puisque eux sont présents depuis début 2008, mais ce nom de domaine en .es peut exister depuis plus longtemps encore. Semble-t-il, ce nom est plus récent. Alors si effectivement c'est le cas et qu'ils ont l'antériorité, encore faut-il, pour poursuivre les agissements de ce nom de domaine, que eux démontrent qu'ils portent atteinte à leurs droits. Pour qu'ils portent atteinte à leurs droits, il faudrait qu'eux soient présents en Espagne et que finalement le risque de confusion se situe sur le territoire espagnol. Ou alors que le site espagnol propose au public français ses produits et ses services de manière à ce que le risque de confusion se situe cette fois-ci en France. Dans cette hypothèse, effectivement, si les services proposés par les uns et les autres dépassent le cadre des frontières, je dirais en l'espèce le cadre des Pyrénées, là on peut envisager d'engager des actions ou en tout cas d'intervenir à l'encontre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le simple fait d'avoir un nom de domaine peut suffire à poursuivre. Après, c'est une analyse du contenu du site, du public qui est visé, de la langue. Évidemment, si c'est un site vitrine qui vise uniquement le public espagnol, voire une partie isolée du public espagnol, ce sera difficile de démontrer l'atteinte, effectivement. D'accord, très bien. Une autre question. J'aurais voulu savoir en fait si je déposais un nom de domaine en .com ou .fr, si on me le dépose à côté en .net ou sur d'autres extensions, si j'ai l'opportunité éventuellement de les récupérer parce qu'ils sont ma propriété au départ, par exemple. Il veut dire qu'il était là en premier, qu'il a enregistré un .fr et un .com, et celui qui vient prendre le net et le org, est-ce que lui, il pourrait... Voilà, c'est un peu la question, on va dire, de base, mais elle est quand même légitime. Elle est légitime d'autant plus qu'on sait aujourd'hui, et la jurisprudence est relativement claire sur ce point, depuis maintenant fort longtemps, c'est que le nom de domaine constitue un droit antérieur, à certaines conditions. Ces conditions, on va les rappeler, parce que c'est très important. Il faut que le nom de domaine opposable soit
antérieur bien sûr, qui bénéficie d'un certain caractère arbitraire, il ne faut pas être dans le pur descriptif de préférence, et puis il faut qu'il ait fait l'objet d'un usage public, continu, soutenu, pour proposer une activité, proposer des produits et des services. Il y a de la jurisprudence dans les tribunaux français depuis 1999, des affaires dans lesquelles des noms de domaine ont été utilisés pour intervenir contre des noms de domaine postérieurs. On a une affaire par exemple avec des noms de domaine plus ou moins arbitraires d'ailleurs. On a une affaire devant le TGI de Strasbourg en 2001 ou en 2002 sur Alsacimo. Deux agences immobilières qui se sont battues sur Alsacimo. L'un avait déposé le .com, son concurrent dans le même domaine avait déposé le .net et le .org. Le premier a poursuivi en utilisant simplement son nom de domaine comme droit antérieur et il a gagné. Alors on peut s'interroger sur le caractère arbitraire d'Alsacimo quand on est une agence immobilière en Alsace, mais le fait est que ça a fonctionné. On a une affaire Provoyance aussi devant le TGI de Paris, où une voyante proposait ses services sur Internet avec provoyance.com. Elle a été, cette fois-ci, poursuivie par quelqu'un qui avait déposé la marque Provoyance et un nom de domaine Provoyance, et qui revendiquait le provoyance.com. Et elle a réussi à démontrer, cette brave dame, qu'elle avait son nom de domaine avant les droits de sa consoeur et qu'elle l'utilisait. Elle a pu détruire la marque postérieure ainsi. Donc le nom de domaine constitue un droit, c'est la question qui est posée. Après c'est une analyse au cas par cas de la situation, de l'exploitation qui est faite des autres noms de domaine. Est-ce qu'on est dans un tout autre secteur d'activité? Est-ce qu'il y a un usage? Est-ce que le nom est effectivement suffisamment arbitraire pour constituer un droit antérieur? Voilà, donc là il faut creuser un petit peu le cas d'espèce. Bonjour, Olivier Dufour, directeur général à TV Pro. Nous sommes spécialisés dans la production de contenu vidéo, la diffusion de ces contenus vidéo et la promotion des contenus vidéo. Nous lançons prochainement un nouveau service pour lequel nous avons déposé un nom de marque spécifique et nous voudrions avoir l'URL en .com associée à ce nom de marque, laquelle URL n'est pas disponible. Elle est déposée par un registrar ou par une sorte de garage à URL sans activité ni service derrière. Est-ce que le fait d'avoir déposé une marque et d'avoir une exploitation commerciale autour de cette marque nous donne un droit particulier sur cette URL? Ce qu'on peut comprendre de cette description, c'est que la marque qui vient d'être déposée par cette société TV Pro pour désigner un de ses services est une marque récente. Manifestement, on a l'impression que l'URL qu'ils ont identifiée est une URL antérieure, le nom de domaine est peut-être antérieur à cette marque. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si la marque peut constituer un droit, on va dire, supérieur au nom de domaine. Alors que, en réalité, il faut bien avoir à l'esprit que le principe qui s'applique, c'est le principe de l'antériorité. Et il n'y a pas de nivellement. Donc l'essentiel, ça va vraiment être d'être présent avant. Qui était là en premier? Exactement. En fait, dans le cas présent, tel qu'on peut comprendre la question, le nom de domaine en .com préexistait à cette marque. En conséquence, il est très difficile d'engager des poursuites à l'encontre de cette personne, sauf cas extrême où ce serait quelqu'un dont on se rendrait compte qu'elle avait vent du projet de création de marque, elle était dans le processus de création, etc. Donc là, c'est vraiment de la mauvaise foi caractérisée, mais disons que dans la plupart des cas, là, on est vraiment dans le hasard pur. Et on se retrouve avec un nom de domaine antérieur à la marque. Si on veut acquérir cet actif en .com, la meilleure des solutions, c'est de prendre contact, sans forcément d'ailleurs se présenter comme le titulaire de la marque, c'est même préférable si on veut négocier un prix à la baisse, et de négocier avec le titulaire du nom de domaine son acquisition. Ce qui semble envisageable, puisque là on a, comme m'a dit monsieur, un garage à URL, donc c'est une page de parking, qui ne rapporte pas manifestement c'est de la spéculation, ça peut être de la spéculation légitime, la spéculation en soi n'est pas de la mauvaise foi. Absolument, voilà, c'est ça qui est important. C'est très important de le savoir. La spéculation n'est pas interdite, elle n'est pas... la jurisprudence est constante là-dessus, c'est très clair, on peut spéculer sur les noms de domaine, on ne peut pas en revanche spéculer sur les droits des tiers, c'est tout à fait différent. Voilà. Pas confondre les deux. Donc dans le cas d'espèce, on pourrait recommander plutôt d'essayer la négociation. Parfait Alexandre, merci d'être venu. Merci à vous. Et donc on espère vous revoir très prochainement pour une nouvelle saison de Cas par Cas. Je répondrai à votre invitation. Merci beaucoup de votre accueil. Merci, au revoir. Au revoir.